Allez, on y va les amis pour le 275e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le Coup Tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. Je vais prendre 5 secondes pour resituer parce que voilà, je sais que vous qui êtes à l'écoute du Coup Tordu sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Spotify, vous êtes venus bien évidemment de votre propre chef, mais désormais le Coup Tordu est aussi diffusé sur YouTube. Et là sur YouTube, il y a quand même une petite partie algorithmique avec donc quelques personnes qui nous découvrent. Donc 3e saison du Coup Tordu. Podcast de cyclisme, podcast de passionnés pour les passionnés. Il y a des interviews, il y a des previews et je vous retrouve donc en solo pour ce 275e épisode du Coup Tordu. Je l'enregistre dans la nuit du samedi 12 au 13 avril 2025. On est à quelques heures du coup d'envoi de Paris-Roubaix, épisode intitulé Paris-Roubaix, les top 10, la clé du game. Alors déjà, je vous rappelle qu'avec Latib et avec Phoenix, on vous a fait un énorme épisode consacré à ce Paris-Roubaix 2025, l'épisode 272, donc vous pouvez le retrouver sur vos plateformes de podcast ou bien évidemment sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Mais donc voilà, là je vais vous faire un petit bonus avec des top 10 à prendre et je vais vous expliquer pourquoi il est intéressant d'aller chercher des top 10 sur Paris-Roubaix. Je vais vous donner mes choix. Voilà, j'ai fait quelques choix de top 10 pour ce Paris-Roubaix 2025 et pour moi, voilà, c'est une course sur laquelle il faut tenter le coup sur des top 10. Donc je vais vous expliquer un petit peu mes arguments. Juste avant, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Avant toute chose, rien ne m'y oblige officiellement, mais je le fais quand même. Jouer avec excès comporte des risques. Vous pouvez faire du fantasy, vous pouvez jouer sans mettre d'argent, vous pouvez chercher à savoir qui sera le vainqueur sans forcément engager des sous. Et si vous le faites, jouez en management bankroll. Je compte sur vous. Soyez absolument sérieux et soyez carré sur tout ça. Jouez des petites sommes si par exemple, voilà, il y a un bet qui passe pas et vous commencez à vous énerver, vous avez la haine, vous commencez un petit peu à péter les plombs sur les réseaux sociaux, c'est que déjà, il y a un début de truc qui va pas. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, sur la 6e et dernière étape du Pays Basque, au niveau de l'analyse, j'étais pas dinguissime. Je pensais vraiment que ça allait torpiller beaucoup plus tôt. Enric Mas a bien été le facteur X. C'est lui un petit peu qui a déclenché la baston. Alors, j'aurais bien aimé voir ce que ça aurait pu donner si Pablo Castrillo n'avait pas abandonné. Visiblement, voilà, Pablo qui a l'animal qui a des petits soucis. Nous, au niveau des pronostics pour cette étape, donc on était parti sur l'un des choix qu'on avait fait, c'était Isaac Del Toro. Isaac Del Toro qui était quand même sur une cote à 42,50 pour la victoire. On était sur du 15 en top 3. Isaac Del Toro, à un moment donné, il y a un groupe de 4 avec Almeida, avec Ben Illy, avec Del Toro et avec Enric Mas. Enric Mas faisait les relais, donc lui il était tout seul quasiment à rouler. Et des 4, de manière très claire, Isaac Del Toro était de loin le plus rapide au sprint. Et d'ailleurs, si on prenait les bets live à 6 km de l'arrivée, Isaac Del Toro, à un moment donné, il était à 1,35. Donc je peux vous dire que dans un groupe de 4 coureurs, quand on a le favori en victoire et en top 3, on est assis dans son canapé et l'histoire, on la sent plutôt bien. Bon, sauf que Del Toro avait déjà énormément cravaché toute la journée. Il y a eu un petit coup de cul, vraiment une petite ascension de rien du tout. Mais après 6 jours de course et sous une pluie battante, Del Toro, il a sauté avec Ben Illy. Almeida, vous l'avez vu, remporte l'étape devant Enric Mas. Mais derrière, je me suis dit, sprint entre Ben Illy et Del Toro, parce qu'on voyait pas à la télé ce qui se passait derrière. Je me suis dit, Del Toro, bien évidemment, va fumer Ben Illy. Ben Illy est le premier à reconnaître qu'il est nul au sprint. Et pas du tout, parce que Illy a aussi lâché Del Toro dans les derniers kilomètres. Et donc, du coup, Del Toro finit 4e. Et on perd le bet. Mais voilà, c'est pas, quand on est en management de bankroll, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave, on n'est pas surexcité. Oui, j'aurais préféré que ça rentre, évidemment. J'étais plus concentré sur mon analyse qui était pas excellente. Voilà, si je dois me donner une note pour cette analyse de la dernière étape du Tour du Pays Basque, je me mettrais plutôt un 8,5 sur 20. C'était pas dinguissime. Si Del Toro avait gagné l'étape, j'ai presque envie de dire que c'était un petit hold-up. Donc voilà, je me contente de ça. Et bien évidemment, on observe, on prend des informations, parce qu'il y a toujours des informations à prendre. De toute façon, une fois que vous avez placé vos bêtes et que la course est partie, vous ne pouvez plus agir sur rien. Donc la seule chose à faire, c'est de regarder, c'est d'écouter
c'est d'observer. On est des chercheurs d'infos, c'est d'essayer de prendre des infos qui vont vous servir pour les prochaines courses. De toute façon, il n'y a rien à faire. Vous pourrez gueuler, aller sur Twitter, traiter ce que vous voulez. De toute façon, ça ne changera pas le résultat. Ça ne changera absolument rien. Donc, il faut aussi essayer de rester dans un état d'esprit positif, quoi qu'il arrive. La deuxième chose, quand même, on va en parler, la victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur le Paris-Roubaix féminin. Alors, je vous en ai parlé dans un dernier épisode. On en avait parlé d'ailleurs avec Thibaut et Enzo dans l'épisode consacré à Paris-Roubaix. On se disait que ça serait bien qu'il y ait quand même un petit peu plus de cyclisme féminin proposé par les bookmakers en France. C'est vrai que pour l'instant, c'est totalement inégalitaire. Il n'y a pas du tout de parité. Mais j'étais quand même en train de me dire, est-ce que ça serait facile, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y aurait des éléments, on va dire, suffisamment factuels pour pouvoir parier de manière gagnante sur le long terme sur le cyclisme féminin? Alors, j'ai pas la réponse. Simplement, pour en avoir discuté un jour avec quelqu'un qui travaillait dans un bookmaker, il me confirmait que le sport sur lequel ils gagnaient le moins d'argent, sur lequel ils avaient le plus de difficultés face aux joueurs, il m'a confirmé que c'était le cyclisme. Et il m'a dit que le sport sur lequel il gagnait le plus d'argent, il se rinçait le plus, c'était le tennis féminin. Le tennis féminin, c'est totalement impronosticable. Et aujourd'hui, si on s'appuie sur des éléments factuels, à savoir que Pauline Ferrand-Prévot a communiqué ces dernières heures comme quoi elle était malade, comme quoi elle a été sous antibiotiques. Elle a même dit dans les interviews d'après-course qu'elle a failli ne pas prendre le départ. Donc c'est pas un coup de bluff. Et à la fin, elle gagne la course. Si on avait dû parier, si on avait dû bet sur cette course, on aurait été chercher les informations. Et de manière tout à fait logique et tout à fait factuelle, on aurait été choper un match-up Lotte Kopecky à 1,40 contre Pauline Ferrand-Prévôt et on aurait mis 1% sur Lotte Kopecky. Par exemple, je dis pas qu'on l'aurait fait, mais on aurait pu éventuellement le faire. Et on serait pris une tôle. Donc c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il faut bien observer le vélo féminin. Je pense qu'à un moment donné, les books en France vont en proposer davantage. Et faut regarder. Voilà, faut regarder si c'est cohérent. Faut, je pense, dès maintenant, commencer à être véritablement très observateur. Chercher à comprendre aussi un petit peu les rivalités entre filles. On voit aussi que à la différence, dans le vélo masculin, à l'intérieur même des équipes, il y a bien évidemment des rivalités, mais je trouve qu'elles éclatent davantage dans le vélo féminin. On sait qu'à la SD Works l'année dernière, entre Demi Vollering et ses coéquipières, c'était une boucherie intersidérale. Ça va d'ailleurs faire le feuilleton du prochain Tour de France féminin 2025. Aujourd'hui, du côté de la SD Works, tactiquement, c'était pas vraiment au point. Très honnêtement, comme disait Jackie Durand après la course, cette course, elles auraient largement pu la remporter. Elles ont un peu mangé la feuille. Je reprends les propos de Jackie. Donc, tout ça, c'est très intéressant à observer dès maintenant parce que je pense que dès 2026, dès 2027, avec l'expansion du cyclisme féminin, on aura davantage de courses à parier. Alors, est-ce qu'on n'ira pas dans le coup tordu? J'en sais rien, mais c'est aussi intéressant d'observer tout ça dès maintenant. Et donc, on va passer à ce petit bonus de Paris-Roubaix 2025. Alors, je suis tombé quand même en préparant un petit peu mes pronostics pour ce Paris-Roubaix 2025. Il y a eu énormément de podcasts. On a fait notre épisode 272, comme je vous disais, avec la Tib et avec Phoenix. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur ce Big Gear également, le site de Phoenix, Enzo qui vous a fait encore une preview incroyable, extraordinaire sur ce Paris-Roubaix 2025. Donc j'ai écouté des podcasts, j'ai regardé, j'ai lu et pour moi, le sujet le plus intéressant qu'il y ait eu sur ce Paris-Roubaix masculin 2025, c'est sur France Télévisions, un petit vidéocast avec Alexandre Pasteur, donc qui commente le cyclisme sur France Télévisions, et Johan Ofredo, et voilà, ça dure quelques minutes, et tout ce qu'a raconté Johan Ofredo, c'est juste passionnant. Alors Ofredo, lui, il a disputé Paris-Roubaix, donc il sait mieux que nous, il sait mieux que moi, il sait mieux que nous tous. Et il a résumé de manière factuelle, il a profilé, il a fait finalement ce que nous on doit faire quand on cherche à parier. Il a profilé le portrait type du vainqueur de Paris-Roubaix. Alors quelque chose qu'on sait, c'est plutôt un poids lourd, quelqu'un qui, voilà, quand on est léger, on a plutôt tendance à rebondir sur les pavés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. À savoir aussi un coureur bon sur les efforts de 3 à 5 minutes,
parce que les durées de temps d'effort sur les pavés où l'effort est maximum, c'est finalement ces secteurs pavés, donc on est sur à peu près des efforts de 3 à 5 minutes, donc ça c'est très très intéressant. Un bon sprinter, parce que finalement c'est une guerre de placement, donc faut finalement réussir à faire un sprint avant chaque entrée de secteur pavé, donc ça frotte évidemment, ça frotte et derrière ça sprint pour être placé sur les secteurs pavés. Donc en plus 3 à 5 minutes c'est un effort de poursuiteur, donc faut être plutôt poids lourd, avoir fait de la piste pour sprinter, pour frotter, pour se placer, c'est quand même plutôt quelque chose de bien. Et on parle souvent des cyclo-crossman sur Paris-Roubaix, mais être aussi adroit sur un vélo, en fait, le mix idéal sur Paris-Roubaix, ça serait une sorte de mix entre Mathieu Van Der Poel et Filippo Ganna. Donc allez mater ça, j'ai trouvé ça très très intéressant. Et d'ailleurs France Télévisions, au passage, on va faire un petit tour. Vous savez, moi j'aime bien Eurosport, toute l'équipe des RP, Guillaume Di Grazia qui m'a accueilli il y a quelques semaines dans Bistro Vélo, c'était super sympa, je leur remercie encore. Mais voilà, France Télévisions, alors évidemment ils sont beaucoup plus généralistes, mais il y a souvent des choses bien. Moi je trouve que les reportages par exemple de Nicolas Jay sont vraiment très très bien. Marion Rousse, il n'y a pas un mec ou voilà, il n'y a pas quelqu'un sur Terre qui peut pas dire que Marion Rousse, elle pue pas le vélo. Elle nous met tous des tôles, voilà. Marion Rousse, elle a l'œil bionique, n'importe quel coureur qui sort, elle arrive à le reconnaître avant tout le monde, elle est incroyable. Puis Thomas Voeckler aussi, bien évidemment, sur la moto. Donc il y a aussi France Télévisions, voilà, je parle énormément d'Eurosport. Il y a énormément de choses intéressantes également. Je les regarde moins parce qu'encore une fois, plus grand public, plus généraliste. Et sur Eurosport, voilà, on paye un abonnement, je crois qu'on paye 6-7 balles par mois. On sait précisément pourquoi on est là. Puis il y a aussi une équipe, l'équipe de voilà, des RP, des gens à qui on s'attache à force de les écouter année après année. Steve Chenel, David Moncoutier, Jackie Durand, évidemment. Puis toute l'équipe, Louis-Pierre, Guillaume. Mais de temps en temps, c'est bien aussi de regarder un petit peu autour. Alors après, à titre personnel, j'ai un tout petit peu plus de mal. Alors pas avec l'équipe TV, parce que pareil, l'équipe TV, il y a des gens très bien, Claire Bricogne, Pierre Roland, ouais, il est super, Christophe Riblon. C'est toujours, de toute façon, c'est toujours intéressant d'écouter parler des anciens coureurs. C'est toujours intéressant. Celui avec qui j'ai un peu plus de mal, et c'est pas méchant, voilà, ça se trouve dans la vie. C'est un bon garçon, c'est quelqu'un de bien, mais Patrick Chassé, quand il met 5 minutes pour expliquer aux téléspectateurs alors ce que c'est qu'un com, ce que c'est que Strava, c'est bon Patrick, c'est bon, ok, tu vois, le RTF c'est fini. Alors que tu prennes 10 secondes pour resituer, pour les 5-10 téléspectateurs, enfin 5-10% de téléspectateurs qui connaissent pas. T'as raison Patrick, voilà, moi c'est ce que je dis tout le temps, je donne des cours de radio, tout le temps à mes élèves, même quand on sait pas en fait, donc même si 80% de la population c'est un truc, faut toujours resituer pour les 20% qui savent. Il suffit que dans une interview, il y a un coureur qui dise aujourd'hui j'ai regardé le com de la côte sur Strava c'était temps, c'est parti pour 10 minutes quoi. Alors nous allons rappeler chers téléspectateurs, parce que beaucoup ne le savent pas ce que c'est que Strava, c'est bon, arrête de prendre les gens qui te regardent pour des burnes, ou alors c'est moi qui surestime le niveau de culture cyclisme du spectateur de l'équipe TV, mais je pense pas que le téléspectateur de l'équipe TV ça soit un crétin. Donc voilà, donc il a ce petit côté un peu instituteur à l'ancienne, qui, encore une fois, c'est pas très très méchant, mais c'est pas, je pense que on mettrait dans la même situation, au même poste, Guillaume Di Grazia sur l'équipe TV, il passerait pas 10 minutes à expliquer ce que c'est que Strava ou ce que c'est qu'un com. Enfin voilà, c'est un exemple. Mais bon, c'est encore une fois, c'est pas méchant, c'est pas méchant du tout. Voilà, c'est juste, je vous dis un petit peu au niveau des médias, là où on apprend des choses, là où on en apprend moins, et ce qui est intéressant et ce qui est un petit peu moins intéressant de mon point de vue. Donc on revient sur les top 10 de ce Paris-Roubaix 2025. Alors on en avait parlé dans le podcast avec Thibaut et Enzo. Pourquoi aller sur les top 10 sur Paris-Roubaix ? Tout simplement parce que Paris-Roubaix, c'est quasiment le seul monument, la seule grande classique World Tour dans laquelle l'échappée matinale a véritablement une chance de finir dans le top 10 et peut-être même d'aller châter un podium. Rappelez-vous de Sylvain Dillier, par exemple, qui l'avait fait il y a quelques années derrière Peter Sagan. Mais moi, je prends les classements de Paris-Roubaix. Des fois, il y a eu des mecs, mais totalement improbables qui ont été faire des top 10. 2021, on en avait parlé avec Enzo, Gianni Moscon qui va chercher la 4e place. En 2022, Tom De Vriend, un Belge qui était à Intermarché, qui a arrêté sa carrière depuis, il va chercher la 4e place.
C'est complètement ahurissant. On avait Adrien Petit qui finit 6e. Enfin, c'est vraiment la course où il peut y avoir de grosses surprises. Alors, point météorologique, en principe, les coureurs devraient passer entre les gouttes ce dimanche. Par contre, il va pleuvoir cette nuit. Voilà, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, je m'attends quand même, alors ça dépend des radars météo, mais je m'attends quand même à ce que le pavé soit assez gras, que ça soit plutôt boueux sur les côtés des pavés et que ce soit glissant par endroits. Donc ça, je pense que malgré tout, ça va plutôt être, on va dire, favorable à des gabarits un petit peu plus légers. Voilà, on sait que quand c'est humide, voilà, les gros gabarits, notamment dans les virages, ont tendance un petit peu à glisser sur les pavés. Et généralement, c'est pour ça que quand on a des Paris-Roubaix sous la pluie, on voit plutôt des poids légers s'imposer. Sonny Colbrelli, qui l'avait remporté en 2021, c'est pas un poids lourd. En 2001, pareil, je sais plus le nom du vainqueur, mais il était assez léger. On a vu un Paris-Roubaix sous le déluge. Donc voilà, c'est un peu un mix entre les deux, donc c'est un peu compliqué. Donc moi je vais vous donner mes choix de top 10. Alors encore une fois, allez-y véritablement mollo. Moi je vous donne mon avis, mais en fonction des avis que je vais vous donner, vous allez probablement avoir d'autres avis. Donc faites-vous votre idée. Faites-vous votre conviction par vous-même. Voilà, si vous n'avez pas d'idée, ne jouez pas non plus. Mais moi, je vais vous donner les noms que j'ai cochés et pourquoi je les ai cochés. Alors, le premier nom que j'ai coché, j'en ai coché 4 en tout. Le premier nom que j'ai coché, c'est Hugo Hofstetter. Alors, il m'a été soufflé sur les réseaux sociaux, mais je l'avais déjà dans ma playlist. Mais c'est vrai que Hugo Hofstetter, ces dernières semaines, il est dans la forme de sa vie. De manière très claire. Les cases que je vous ai données tout à l'heure, il s'est frotté, il s'est sprinté, il sait se placer. Les pavés, il aime bien. C'est quand même un mec qui a gagné Grand Prix sa main. C'est une course qui est taillée pour lui. Il a déjà eu des performances sur des courses de plus de 250 km. Donc Hugo Hofstetter, ça coche les cases à la fois en échappée matinale, mais aussi voir Hugo Hofstetter aller chatter un top 10 à la pédale avec le GC, c'est pas non plus quelque chose de totalement délirant. La cote, elle est à 10. La mise, 0,05% de bankroll, donc 5 euros sur une bankroll à 10 000 euros, 2,50 € sur une bankroll à 5 000 euros. Et pareil, au niveau du poids, on n'a pas affaire à un mec ultra massif, donc il fait 66 kilos. Donc Hugo Hofstetter, pour moi, ça coche bien les cases. Mon deuxième choix, c'est quelqu'un qui a déjà fait top 10 sur Paris-Roubaix. C'est Anthony Turgis. Alors Anto, je l'ai bien observé sur le Grand Prix de l'Escaut. Ouais, il était aux avant-postes, il roulait, il était pas mal. Il a l'air en forme. Voilà, il a l'air bien. C'est un spécialiste des courses de plus de 250 km. Encore une fois, pavé glissant, c'est plutôt quelque chose qui peut être bon pour lui. Sprint, placement, il sait faire. Voilà, il sait faire. Encore une fois, échappée matinale ou même à la pédale face au GC, voir Anthony Turgis aller chercher un fond de top 10, ça serait pas non plus quelque chose de complètement délirant. En plus, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'avec probablement ce pavé gras, ce pavé mouillé, on sait que généralement Paris-Roubaix, il y a souvent des chutes, il y a souvent des abandons, c'est assez gumble, mais là, en plus, si c'est humide, on risque d'avoir, à mon avis, quelques leaders qui, à un moment donné, vont aussi abandonner. Je veux dire, dans tous les gros noms qu'on connaît et qu'on sort, les Ghana, les Pedersen, les Tadej Pogacar, les Mathieu Van Der Poel, évidemment, je serais surpris qu'ils soient tous à l'arrivée sur le vélodrome de Roubaix. Donc, ça va déloquer des places pour le top 10 et ça va donner la chance à d'autres. En tout cas, moi, mon pari, c'est qu'il y aura dans le top 10 des mecs avec des grosses cotes, des mecs avec des cotes à plus de 10 dans le top 10. C'est un petit peu la théorie du top 10 sur Paris-Roubaix. Donc mon deuxième prono, donc c'est Anthony Turgis, donc la mise 4,20 € sur une bankroll de 10 000 euros, 2,10 € sur une bankroll de 5 000 euros. Mon troisième choix, toujours dans le même registre, c'est Alexis Brunel. Alors vous allez me dire, je vais que sur des Français. Alors c'est peut-être parce que c'est des coureurs que je connais un peu mieux que les autres. Il y a d'autres noms qui me plaisaient, Lucas Kubis, Matej Mohoric, voilà, j'ai Taco Van Der Horn, il y a beaucoup de noms qui cochent les cases, mais Alexis Brunel,
Alors déjà, c'est un mec qui a quelques années, quand il a fait son premier passage chez UAE, il expliquait qu'il rêvait de Paris-Roubaix, que c'était une de ses courses objectifs. Sur Paris-Roubaix Espoir, il a fait un top 10, il a fini 6ème une année. C'est un mec du coin, Alexis Brunel, hein. C'est un ch'ti, c'est un nordiste. Et je vous rappelle qu'entre le moment où il a arrêté sa carrière, donc en 2022, et avant de la reprendre il y a quelques mois du côté de la Total Direct Energy, Alexis Brunel, il a fait quoi ? Il a fait du gravel. Donc c'est aussi un exercice dans lequel techniquement il doit être à l'aise. Et puis aussi Alexis Brunel, depuis le début de la saison, alors il y a eu une petite chute sur le Grand Prix de l'Escaut en début de semaine. J'ai été voir sur les réseaux sociaux, il y a absolument rien de méchant. Il s'est préparé, il est bien. Donc Alexis Brunel, pour moi, c'est le profil vraiment, le profil idéal. Le profil idéal, même si j'avais eu un choix sur les 3 top 10 que je vous ai donnés, c'est lui que j'aurais mis en premier. Et la cote du top 10, elle est à 20. Donc bankroll, 2,50€ sur une bankroll à 10 000 €, 1,25€ sur une bankroll à 5 000 € pour le top 10 d'Alexis Brunel. Et je vais partir sur un dernier top 10. Alors celui-ci, il est pas en pic, on va dire échappé. C'est plutôt un pic, on va dire, avec le GC, quoi. Je vais dire, bon, il n'y a pas de GC sur une classique, mais enfin, vous m'avez compris. Mais quand j'écoute Johan Ofredo et un petit peu tout ce qu'il explique, mais pour moi, il y en a un qui coche toutes les cases, mais vraiment toutes les cases. Si le pavé est pas trop mouillé, s'il pleut pas trop cette nuit, il coche vraiment toutes les cases pour aller chercher un top 10 et peut-être même un top 3. Alors, il a jamais rien fait sur Paris-Roubaix, mais il sprint, c'est un des meilleurs sprinteurs du monde. Il frotte, c'est un poursuiteur parce qu'il a fait de la poursuite. Lourd sur les pavés, c'est Jonathan Milan. Hein. C'est Jonathan Milan, je suis désolé, mais ce mec coche toutes les cases pour un jour faire une grosse perf sur Paris-Roubaix. Et on a un top 10 à 5. Un top 10 à 10. Voilà, top 10 à 10 pour Jonathan Milan. À 5, j'y aurais pas été. Top 10 à 10 pour Jonathan Milan. Moi, je trouve ça très très bon à prendre. Donc 5€ sur une bankroll à 10 000 €, 2,50€ sur une bankroll à 5 000 €. Donc je vous récapitule mes top 10. Je prendrai pas de pic gagnant sur Pogacar, Van Der Poel. Voilà, la météo est un peu trop entre deux pour se décider. Donc ça sera que des top 10. Donc 4 top 10. Le top 10 de Hugo Hofstetter, la cote à 10. Le top 10 de Jonathan Milan, la cote à 10. Le top 10 d'Anthony Turgis, la cote à 12. Et le top 10 d'Alexis Brunel, la cote à 20. Voilà pour ce coup tordu. Je vous rappelle la suite du programme. La semaine prochaine, mardi, vous aurez 2 épisodes. Vous aurez un épisode avec Andrea Missud de la team Nice Métropole qu'on avait déjà eu dans le podcast. C'était le premier coureur qu'on avait reçu lors de la saison 1. Voilà, à l'époque où le podcast débutait, on avait pu l'interviewer. Donc Andrea, qui malheureusement a chuté sur la route Adelaï de Vitré et il s'est fait une fracture du bassin. Donc on va en profiter. Enfin, on va en profiter. On n'en profite pas. Moi, j'aurais préféré qu'Andrea il soit sur le vélo, bien évidemment. Mais on va pouvoir faire un petit point sur sa saison, sur ce qui s'est passé depuis qu'on l'avait eu la dernière fois dans le podcast, et puis surtout. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite ? On sait que désormais, il est sous pavillon maltais. Est-ce qu'il vise d'autres championnats du monde ? Est-ce qu'il a pour horizon, par exemple, les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 ? Donc, on va parler de plein de choses avec Andrea. Ça va être super sympa. Et puis, on retrouvera également un manager de Side Limit qui s'appelle Francesco, qui est depuis quelques mois sur Side Limit. C'est, on va dire, un des derniers managers. Et véritablement, il écrase le jeu. En tout cas, il est en tête des classements de la Ligue 3. Il est en tête du Lefebvre Challenge, qui est le classement de la Ligue 3. Donc c'est lui qui domine le jeu, en tout cas en Ligue 3 depuis le début de l'année. C'est la ligue dans laquelle il y a le plus de participants, la ligue payante dans laquelle il y a le plus de participants. Donc on parlera vélo, on parlera cyclisme, et vous pourrez découvrir ce manager de Side Limit qui s'appelle Francesco. Donc les 2 épisodes seront je pense disponibles mardi dans l'après-midi et dans la soirée. Merci les amis pour ce coup tordu, et donc on se retrouve très très vite. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à tous les réseaux sociaux du coup tordu, et puis à nous mettre des 5 étoiles si vous avez 5-10 secondes dans le week-end. Ça fera toujours plaisir sur Apple Podcast, sur Spotify. On prend absolument tout, et on se retrouve très très vite pour un nouveau coup tordu.